Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chrétienne sans tabou, le podcast où l'on parle à cœur ouvert. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui nous vient de l'île de la Réunion. Cette invitée, elle a vraiment un témoignage très touchant à partager avec vous et je suis vraiment très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Lise-Marie, comment vas-tu? Bonjour Amandine, ça va? Bon, je suis très contente Lise-Marie parce que cet épisode, il a été difficile à enregistrer. On a eu plusieurs péripéties liées à la distance au niveau technique, mais gloire à Dieu, ça y est, aujourd'hui, on est là et on va pouvoir écouter ce que tu as à nous dire. Donc Lise-Marie, j'aimerais que tu puisses te présenter, que les auditeurs puissent savoir qui tu es. Du coup, Lise-Marie, j'ai 34 ans. J'ai une petite fille qui a 6 ans et demi. Je vis à l'île de la Réunion. Je suis kiné. Je suis chrétienne. Voilà. Ok, très bien. Alors, c'est vrai que la Réunion, et on aura le temps d'en reparler sur la suite de ton témoignage, c'est un territoire qui est quand même assez particulier. Alors, assez particulier, les Réunionnais me diront, bah, bien sûr, oui, c'est particulier, l'île intense, etc. On est d'accord, c'est très beau, mais assez particulier par rapport au thème que l'on va aborder aujourd'hui, qui est celui des violences conjugales, puisque la Réunion se situe depuis plusieurs années dans le top 3 des départements en France où il y a le plus grand taux de victimes de violences conjugales. Donc ça, on en reparlera un peu plus loin dans l'épisode. Est-ce que, Lise-Marie, tu peux nous expliquer, nous raconter comment tout a commencé? Comment tout a commencé? Ça fait beaucoup. Du coup, est-ce que tu veux que je commence vraiment ma vie aussi avec mes parents, comment j'ai grandi? Oui, oui, parce que tu n'es pas une vraie Réunionnaise. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, oui, il faut que tu nous expliques, voilà, comment tu es arrivé jusqu'à l'île de la Réunion, ton enfance, voilà, où tu as grandi, voilà, sans entrer trop dans les détails, mais qu'on puisse comprendre, voilà, comment tu en es arrivé jusque-là. Ok. Oui, du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents, mes grands-parents des deux côtés. J'ai 2 grandes sœurs qui sont aussi chrétiennes. Et du coup, je participais, on va dire, activement dans mon église en métropole. Qu'est-ce que je faisais? Je participais, on va dire, au chant, l'enseignement aussi des enfants. Voilà, donc plutôt impliquée dans l'église. Et j'ai rencontré du coup celui qui deviendra mon mari. J'avais juste fini mes études, donc je commençais juste de travailler, et donc je l'ai rencontré. C'était pas du tout celui, on va dire, que j'attendais au niveau physique déjà. Pourtant, c'était, voilà, il cochait toutes les cases que j'avais dit à Dieu. Voilà, je voudrais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, etc. Il cochait toutes les cases. Donc, on s'est fréquentés et lui, du coup, est né en métropole aussi, mais tout son côté maternel est originaire de La Réunion. Voilà. Donc voilà, ça on s'est rencontrés. Ouais, mais dans ce que tu me dis là, quand tu dis voilà, c'était pas, alors il cochait toutes les cases, mais quand tu dis ça, en fait, quelles sont les cases? Parce que bon, tu nous as dit bon, peut-être physiquement pas forcément, voilà, peut-être
le genre d'homme avec lequel tu t'imaginais te marier, mais les cases dont tu parles, c'est quoi? Alors, qu'il était chrétien. Mhm. Et puis après, c'est vrai que c'était dans mon imaginaire, en fait, on va dire, je pense, de l'homme que j'aspirais. Parce qu'il faut aussi peut-être dire que c'est le premier homme que j'ai eu dans ma vie. Mhm. Donc, j'avais pas du tout d'autre expérience. Et oui, il me faisait rire, il était gentil, on discutait des heures et des heures. Voilà, attentionné. Ok, ok. Et c'est un jeune que tu as rencontré dans ton église ou qui appartenait à une autre église? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Mon premier remplacement en tant que kiné, c'était un de mes patients. D'accord. Et c'est quelqu'un que j'avais connu quand j'avais été au lycée, puisque c'était l'ami d'une de mes copines à l'époque. Donc, je l'avais juste croisé comme ça de temps en temps. Donc, voilà, je voyais qui c'était, mais je le connaissais pas personnellement. Et je ne savais pas qu'il était chrétien aussi, parce qu'il s'est converti, on va dire peut-être 1 an ou 1 an et demi avant que du coup on se rencontre à ce moment-là. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Donc, voilà, vous vous rencontrez, vous vous fréquentez. Comment ça se passe au niveau des familles? Parce que souvent, moi, dans les témoignages que j'entends des sœurs qui ont vécu les violences conjugales, elles me disent, voilà, soit tout de suite, ça ne passait pas au niveau des parents, ou alors personne ne pouvait imaginer voilà, qu'il y aurait eu éventuellement des violences plus tard parce que ils servaient, ils présentaient très bien. Enfin, voilà. Ouais. Et ben le premier, on va dire, entretien avec mes parents s'est très bien passé. Et puis, sachant que, alors, il allait pas dans la même église que mes parents, mais il allait dans une église où mes parents avaient des amis, ou en tout cas d'anciens amis. Et du coup, ils sont allés voir ces amis-là pour, sans me le demander, sans me le dire, pour, voilà, vu que c'était quelqu'un qui sortait un peu de nulle part pour eux, prendre un petit peu des informations et savoir s'il était bien pour leur fille, quoi. Et c'est un peu là où ça a commencé justement à être conflictuel avec mes parents, parce que du coup, mon futur ex-mari, on va dire, maintenant à l'heure actuelle, il avait fréquenté en fait une fille avec qui il était censé se marier 2 mois avant qu'on se mette nous ensemble. D'accord. Voilà, Ah donc oui. ça a déjà fait, et il sortait d'une relation avec cette personne de 6 ans, je crois, à peu près. Et voilà, mes parents ont un peu tiqué sur le fait que ils se remettent déjà tout de suite avec quelqu'un. En plus, Oui. il allait se marier normalement avec cette personne. Enfin voilà, ça les a un peu fait tiquer. Et du coup, ouais, la relation avec mes parents, du coup, après, a été très très compliquée. Toutes les fiançailles ont été extrêmement conflictuelles, avec moi surtout, parce que voilà, moi j'étais en tout cas persuadée qu'il était fait pour moi. Et je pense que je suis aussi une personnalité, enfin, je m'en rends compte aussi à l'heure actuelle, mais d'être une personnalité à qui, si on dit non, je vais avoir tendance peut-être un petit peu à tester et à me dire, non. Non, pourquoi pas, pourquoi est-ce que mes parents seraient sûrs que c'est qu'il n'est pas pour moi, alors que, entre guillemets, c'est moi qui le vis. Et même moi, je ne suis pas totalement sûre de ce que Dieu veut pour moi. Donc, pourquoi est-ce que mes parents le seraient pour moi? Okay. Donc, voilà, ça a été vraiment une relation conflictuelle avec mes parents, avec ma famille, après aussi avec mes amis, vraiment pendant cette période de fiançailles. On a quand même décidé de se marier 9 mois. Ouais, 9 mois après, on va dire, notre rencontre. Voilà. Donc, tout le monde me disait que c'était trop tôt, qu'il fallait que j'apprenne à le connaître, etc. Mais moi, j'étais, on va dire, aveuglée et on s'est mariés.
On s'est mariés. Pareil, là, ça a été un peu difficile le jour du mariage. Plutôt voilà, par rapport à ma famille où je sentais que c'était difficile pour eux de me voir là, de me voir dans cette situation. Et on va dire les premiers éléments ont commencé à peu près à cette période-là, où le jour de notre mariage, par exemple, la robe que j'avais choisie avait un dos nu. Voilà, moi je trouvais pas super jolie. Mais déjà dans ma tête, je m'étais dit dos nu, je suis pas sûre que ça passe avec lui, mais bon, moi je le trouve super joli, donc je veux dire, si moi je m'aime comme ça, il n'y a pas de raison lui va m'aimer comme ça. Mais j'avais quand même mis un voile sur mes épaules. Et puis quand il m'a vue de face, il m'a dit oh super jolie et tout, t'es magnifique. Et en fait quand il m'a vue de dos, il m'a fait la réflexion plus tard, mais pour lui c'était hors de question qu'on voit entre guillemets un morceau de ma peau. Donc il y a déjà eu ça ce jour-là, et puis à un moment donné dans la soirée où j'ai des personnes de ma famille qui m'ont appelé parce que ils voulaient discuter avec moi, et lui était avec une partie de sa famille, donc en gros on s'est séparés. Et du coup ça a été aussi un événement où il me dit juste après, on se retrouve, il me dit mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu es parti sans moi? Plus jamais tu me fais ça, quoi. Voilà, c'était déjà c'était que des mots, mais je me souviens de cet épisode-là lors du mariage. Et après, on a fait notre lune de miel à La Réunion. Donc on est tombé amoureux de La Réunion déjà à ce moment-là, puisque lui ne connaissait pas. Même si sa famille avait tout un côté réunionnais. Mais on a passé 15 jours donc à La Réunion. Et après, donc, on rentre en métropole. Et on va dire, un événement pour moi qui a été vraiment, qui me marque encore à l'heure actuelle. Quand on est rentré justement de notre voyage de noces, il y a eu un épisode très fort où là, il a commencé à avoir violence conjugale. Je pense que je vais le dire parce que même si c'est quelque chose qui est difficile, c'est peut-être des choses qu'on a du mal aussi à en parler. Et, désolée. Prends le temps, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je pense que ça c'est inclus dans les violences conjugales, et après je pense que tout le monde ne subit pas forcément ça, mais avec violence sexuelle, parce que ça on s'en rend compte, je pense. Enfin, je m'en suis rendu compte aussi après, en disant que même entre mari et femme, le viol ça existe. Voilà. Donc, il y a eu ce premier épisode-là. Vraiment, quand on est rentré de notre voyage de noces. Et puis, alors, ça a été vraiment petit. Ouais, pardon. Là, j'arrête, Lise-Marie, parce que là, tu me dis beaucoup de choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on puisse quand même mettre des choses en avant. Déjà, quand tu me parles de la réaction de ta famille, j'ai envie de dire c'est souvent un classique, moi, dans les témoignages que j'entends des femmes, où il y a quand même toujours au moins une personne dans l'entourage proche qui dit non, je le sens pas, mais parfois qui arrive même pas à mettre des mots pour vraiment percuter même l'esprit de la sœur ou son cœur, pour dire oui, peut-être que si ma sœur ou mes parents me disent que je le sens pas, il y a peut-être quelque chose. Et c'est vrai que je pense que quand les sentiments sont déjà là, c'est très compliqué de pouvoir faire entendre de jeunes mariés, là, prends peut-être du recul, regarde la situation d'une autre manière. Et ça, je pense que d'où l'importance aussi, dès que des jeunes se fréquentent ou se projettent dans le mariage, de pouvoir déjà avoir des enseignements sur, mais en fait, oui, il y a le mariage, c'est vrai, c'est très beau le mariage, mais déjà dans cette période, de dire aux jeunes, prends le temps d'observer
prend le temps d'éprouver en fait la personne. Alors après, la personne peut, enfin la jeune là en l'occurrence peut l'entendre ou pas, mais c'est vrai que ça, je trouvais que c'était important de le mettre en avant. Ensuite, sur la partie où tu disais voilà que il n'avait pas apprécié, en tout cas cette robe avec ce dos nu ou le fait que tu te sépares physiquement un peu de lui là sur cette soirée du mariage. Je voudrais juste revenir un peu en arrière. Est-ce que avant le mariage, avant cette soirée du mariage, il y avait eu déjà des éléments comme cela, peut-être de jalousie un peu excessive ou le fait de dire j'ai pas envie, enfin de contrôle de ce que tu peux, à qui tu peux aller parler, etc. Est-ce qu'il y avait déjà eu des éléments comme ça ou est-ce que c'est vraiment apparu lors de la soirée du mariage? Je pense quand même qu'il y avait un contrôle. Je suis pas capable de me rappeler de tout, mais je sais que par exemple, j'avais vraiment une très bonne bande d'amis chrétiens, des filles, des garçons, et notamment il y avait 3 garçons. Et pour lui, il était hors de question qu'on les invite à la soirée du mariage. D'accord. Oui. Ouais. Même. Ok. Donc oui, il y avait déjà un peu. Il faut savoir que dans les violences conjugales, ça fait partie de l'emprise, de pouvoir en fait contrôler avec qui le conjoint ou la conjointe, là, en l'occurrence, va parler, qui elle va voir, qui elle fréquente. Et ça, c'est vraiment des comportements classiques en effet. Mais c'est vrai que comme ça, pris un à un, ça alerte pas forcément. On se dit bon il m'aime, bon voilà, c'est peut-être son trait de caractère, mais là on peut pas se dire que là ça préfigure des violences, à part si peut-être quelqu'un me dit tu sais attention à ce type de comportement parce que ça peut aller plus loin plus tard, mais c'est vrai qu'effectivement ça n'alerte pas. Donc là, ok, là maintenant tu nous as parlé de quelque chose de très important. On n'avait pas prévu d'en parler et je remercie le Seigneur. Non, mais je remercie le Seigneur parce que, alors que nos auditeurs sachent, de toute façon, tous nos épisodes sont remis dans la prière et entre les mains du Seigneur. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'être conduit par le Saint-Esprit sur les sujets abordés. Et ça, c'est un sujet le plus tabou des tabous des tabous, le viol conjugal. Tabou dans l'Église, tabou dans la société, même au niveau de la justice. Alors, le viol conjugal fait partie des violences conjugales, mais pour réussir à prouver un viol conjugal, c'est extrêmement compliqué. Comment apporter des preuves que là, voilà, je n'étais pas consentante. On a pu voir avec des affaires très récentes l'année dernière, procès de Mazin, etc., que la notion même de consentement, elle pose encore souci. En France, c'est pas très clair. En fait, le consentement, qu'est-ce que c'est? Et le consentement dans un couple, et encore plus dans un couple marié, quand on parlait il y a encore quelques années de devoir conjugal, c'est très compliqué de se dire que oui, c'est vrai, dans le mariage, on a des relations intimes et voilà, et c'est très bien. Mais quand l'autre ne veut pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que on impose parce qu'on se dit on est marié, tu me dois ce devoir conjugal, ou est-ce que non, dans ce mariage, je respecte ta liberté, ton choix, dire, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et ça, ce sont des choses qui clairement sont très difficiles. Je pense à aborder dans les églises parce que j'ai pu avoir, tu vois, là tu m'en parles et d'autres témoignages de sœurs qui disaient, quand j'ai parlé des violences conjugales, on m'a dit, mais peut-être aussi que tu ne satisfais pas ton mari. Donc, il en vient à des violences conjugales ou au viol conjugal. Il faut que tu sois plus apprêté, il faut que tu entretiennes la flamme, etc. Et c'est vrai qu'on est à la limite des fois, en fait, dire, mais où est la liberté de la personne? En fait, on le sait dans un couple que oui, ça fait partie de la relation conjugale, mais lorsque c'est forcé, c'est répréhensible par la loi, clairement.
et on parle de viol conjugal. Et oui, ça fait bien partie des violences conjugales. Du coup, continuons. Suite à cet événement-là, déjà même cet événement-là, qu'est-ce que tu t'es dit en fait quand tu as vécu ça? Est-ce que tu l'as vite mis dans un coin de ta tête en disant bon en fait c'était, je sais pas, on s'est mal compris et puis tu l'as enlevé de ton esprit ou en tout cas tu l'as enfoui, ou est-ce que là tu as commencé à te dire ouais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il faudrait peut-être que j'en parle, voilà, quelle a été ta réflexion à ce moment-là? C'est une bonne question parce que du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un événement traumatique et qui reste, voilà, comme je disais, à l'heure actuelle. Après, c'était, tu vois, aussi sur une situation, entre guillemets, une sorte de punition parce qu'il n'avait pas apprécié un comportement que j'avais eu, mais des années avant, alors qu'on n'était même pas ensemble, en fait. Donc, pour moi, je pense que je l'ai pris entre guillemets comme ça, comme c'était, et puis je me suis dit voilà, on passe à autre chose en fait. On passe à autre chose, c'est bon, j'oublie et puis j'avance et voilà. Ok. Et du coup, c'est vrai aussi que tu dis, enfin là, tu as parlé de traumatisme. Alors c'est vrai que moi, je te pose des questions sur ce qui s'est passé, mais voilà, il y a des soeurs qui me disent, mais en fait, je m'en rappelle plus. Ben oui, parce qu'en fait, le cerveau se protège et il y a vraiment des moments comme ça, en fait, presque d'amnésie, vraiment de dire, je me souviens plus de ce qui a suivi, et c'est une forme aussi de protection, mais comme dans tous les psychotraumatismes qui peuvent ressortir à des moments des fois inattendus et oui, qui nécessitent d'être parlé, d'être restauré, traité. Ok, en tout cas, merci, Lise-Marie, de partager ça avec nous parce que oui, je pense que c'est des choses dont il faut parler dans l'Église et il faut aussi que l'Église se positionne même sur des sujets comme ceux-là. Et je pense également que dans la préparation du mariage, il faut aussi en parler. De dire dans les relations intimes, vous devez être tous les deux d'accord. Ça paraît tellement évident que je pense que c'est pas abordé. En tout cas, moi personnellement, dans la préparation de mariage, on m'a pas parlé de ça. Et en même temps, il faut le dire. Donc, merci beaucoup. Du coup, donc, cet événement se passe. Comment évoluent vos premières années en tant que jeune mariée? Du coup, on va dire la vie a continué, avec des chouettes épisodes. Et puis, il y avait des violences, enfin, on va dire des violences, des moments qui revenaient. Mais au début, c'était l'événement se passait. Et puis, après, on en reparlait et il s'excusait, il pleurait. Il disait que Dieu, effectivement, il voulait pas ça, qu'il était désolé. Voilà, vraiment, il s'excusait. Sur cette période-là aussi, il m'a éloignée de ma famille. Les premiers mois après notre mariage, je continuais de voir mes parents, de voir mes sœurs, mais à chaque fois qu'on les voyait, c'était quand même souvent conflictuel. Et puis, pareil, je saurais pas trop te dire qu'est-ce qui a déclenché, mais il y a un jour, voilà, je me souviens on était devant chez nous, mes parents étaient là, et voilà. Il leur a interdit de rentrer à la maison et interdit de me contacter parce que ils essayaient de nous séparer. Alors, ce qui en soi, je pense, était peut-être vrai parce que je pense que mes parents essayaient de m'ouvrir les yeux. Mais du coup, voilà, il y a eu vraiment une rupture de contact avec mes parents, avec ma famille, avec l'ensemble des amis que j'avais, en tout cas, avant de le connaître. On continuait d'aller à l'église, du coup à l'église où lui allait, sachant que là où on allait, c'était moi des gens que je connaissais aussi. Voilà, comme je disais au début, c'était des amis de mes parents, donc voilà, je les connaissais aussi depuis que j'étais petite.
Et bon, voilà, on continuait d'aller à l'église. Et puis, pareil, il y a eu un moment donné où il y a eu un épisode où ça lui a pas plu parce qu'il pensait que les frères et sœurs étaient en conflit, qui lui disaient de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Et donc, du coup, on a arrêté du jour au lendemain d'aller à l'église. Donc, il m'a aussi, j'ai envie de dire, coupé de ça. Donc, coupé de tout, en fait. Je pense que je peux peut-être aussi appuyer sur le côté financier. Où, bah voilà, j'étais, donc comme j'ai dit, je suis kiné. À l'époque, du coup, j'étais en libéral, donc j'étais à mon compte. Lui a ouvert aussi, il travaillait en salariat, mais à côté, il a ouvert une petite une entreprise. Et globalement, je le fais un peu en gros, mais c'est moi qui finançais tout, qui finançais les crédits, qui finançait une partie de son entreprise. Donc, au fil des années, on s'est retrouvé aussi dans cette galère financière, sachant que moi, il me laissait en fait en gros la gestion financière. Donc, voilà. Donc, vraiment coupé presque de tout. Plus de famille, plus d'argent. Voilà. Et sur ça, je pense que ça, je ne l'ai pas dit non plus au début. Quand on était encore fiancés, il m'a annoncé que les médecins, enfin, je ne sais pas à quelle période, lui avaient annoncé qu'il était normalement stérile. D'accord. Voilà. Donc, je me suis aussi mariée en me disant que j'aurais jamais d'enfant. Voilà. Et donc, dans cette période justement de trou financier, de continuation aussi de violence conjugale, mais qui au fur et à mesure des années, il n'y avait plus du tout d'excuses. Et c'était moi justement la fautive. C'était moi la fautive parce que soit je faisais mal, c'était aussi une punition finalement de Dieu, parce que j'étais une mauvaise chrétienne. Il y a eu aussi à un moment donné le côté où j'avais plus le droit de lire ma Bible toute seule, j'avais plus le droit de prier. Au début on priait ensemble, à la fin c'était, le milieu, c'était que lui, parce que c'était lui qui devait faire le médiateur entre Dieu et moi. Moi, j'étais rien, donc j'avais pas le droit. En tout cas, oralement, intérieurement, Dieu a toujours été là, même si ça m'a quand même fortement éloignée pendant ces années. Mais voilà, pour revenir à un moment donné où j'étais vraiment... où c'était vraiment difficile. Il y a des moments aussi où je me suis dit que ce serait mieux si je partais. Prenais la voiture et que j'allais dans un ravin, que ça serait plus facile pour tout le monde. Mais voilà, intérieurement, je me disais, non, fais pas ça parce que finalement, lui, il va être tout seul. Et puis finalement, lui aura raison. Voilà. Et finalement, je suis tombée enceinte. Donc, alors, Seigneur a fait des miracles. Ouais, vas-y. Parce que là, on va passer encore dans une autre étape. Oui. Ok, donc là, tu nous as parlé donc de votre vie ensemble. Un point aussi important que tu as soulevé, les violences financières font partie des violences conjugales. On a souvent l'impression que violences conjugales, ce ne sont que les coups, mais tout ce qui est violence psychologique, administrative, financière, harcèlement via les réseaux, donc violence numérique, sexuelle, je pense ne pas en avoir oublié une, mais là, on est vraiment dans le cadre des violences conjugales. Et quand tu parlais du fait que suite aux violences, il s'excusait et ça repartait, on est vraiment dans le schéma classique du cycle de la violence, avec cette période de lune de miel, tout va bien, un événement qui vient, amener la violence et ensuite on renverse la charge de la culpabilité, mais en fait c'est de ta faute si
Je prends un exemple bateau. Si tu avais préparé le repas à l'heure alors que j'ai passé une grosse journée, eh ben je ne me serais pas emportée. Mais en même temps, sans toi, je ne suis rien. Et si tu pars, j'ai envie de me suicider, mais je t'aime et les cadeaux et on repart. Et on repart encore pour un tour. Ça, c'est vraiment le fonctionnement classique dans les violences conjugales. Et la difficulté, justement, c'est de sortir de ce cycle parce qu'en fait, ça t'enferme complètement. Tu parlais de l'isolement avec ta famille, avec tes amis, avec ta communauté de l'Église. Et en fait, là, dans ce que tu nous décris, il y avait même une volonté de t'isoler, même dans ta relation avec Dieu, de te dire tu ne peux plus lire la Bible. Enfin, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que même dans cette relation intime que tu as avec ton Créateur, il voulait contrôler. Et c'est vrai que ce qui est vraiment important d'expliquer dans les violences conjugales, c'est qu'on est dans une volonté de domination d'une personne sur l'autre. C'est-à-dire que même Dieu ne devait pas être plus important que lui dans ta vie. C'était lui d'abord. Et Dieu passe après. Tu as bien dit qu'il était le médiateur. Enfin, donc c'est très fort ce que tu dis et je pense que c'est très important d'appuyer là-dessus pour comprendre la logique aussi des auteurs de violences conjugales. C'est qu'on est vraiment dans une situation où, voilà, il y a la domination, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Tu as utilisé plusieurs fois le terme, voilà, des formes de punition. Donc, une relation aussi qui t'infantilise. On punit les enfants. Enfin, dans une relation d'époux-épouse, il n'y a pas de punition. Là, quand tu utilises ça, est-ce que c'est la maîtresse, l'élève? Enfin, tu vois, on sent qu'il y a déjà une distorsion du lien. Et c'est vrai que dans tout ça, je me dis que là, tu as parlé des idées qui te sont venues à un moment de te suicider, on peut vraiment le dire. Dans les chiffres que l'on a sur les violences conjugales, ces chiffres sont, alors, tous les chiffres, les statistiques sont toujours à prendre avec des pincettes, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à quantifier quand on apprend, je sais pas moi, une femme s'est suicidée. Mais qui sait en fait que si elle s'est suicidée, c'est peut-être parce qu'elle était victime de violences conjugales. Bon, elle allait pas bien, elle était dépressive, elle s'est suicidée. Et c'est pour ça que j'insiste fortement là-dessus. Et merci pour ces éléments que tu donnes aujourd'hui à Lise-Marie. Soyons vigilants parce que, par exemple, quand une sœur parle de ça ou qu'on a connaissance de cette situation dans un couple, il faut vraiment être très proche de la victime parce qu'on ne sait pas, en fait, quand, voilà, moi j'ai entendu des conseils, on disait à la sœur, tiens bon, chacun doit porter sa croix en tant que chrétien, on doit porter notre croix comme Jésus a porté sa croix. Oui, mais Jésus, il a porté la croix, il est mort, il est ressuscité, il ne porte plus la croix. Hein. Donc, on n'est pas là à subir. Et c'est vrai que quand on donne ce genre de conseils, attention parce qu'on ne sait pas aussi jusqu'où ça peut en arriver. Et le suicide est bien évidemment une conséquence des violences conjugales, au-delà de tout ce qui est psychotraumatisme, etc. Mais oui, ça peut en arriver jusqu'au suicide. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Là, tu nous disais, du coup, Lise-Marie, que tu es tombée enceinte. Alors, enfin, contre toute attente, du coup, puisque ton ex-mari était stérile, ou en tout cas avait eu un diagnostic affirmant qu'il était stérile. Ok, donc comment ça s'est passé cette période justement de la découverte de la grossesse et de la grossesse? Ouais. Alors, il y a eu, on va dire, les deux côtés. Déjà, du coup, j'ai mis beaucoup de temps. Ouais, j'ai quand même mis du temps à m'en rendre compte, puisque du coup, j'étais pas censée avoir d'enfant. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps, du coup, à m'en rendre compte. Et puis, c'est vrai que lui, les mois qui ont précédé, il n'arrêtait pas de me répéter, non mais là franchement c'est vraiment pas le moment que tu tombes enceinte, comment on va faire, faut vraiment pas. Bah voilà, le poil ça tombe. Quand on commence à s'en rendre compte, je pense que j'étais au 4e mois, là on s'est dit, je pense qu'il n'y a plus trop de doutes. Les premiers, on va dire 4e, 5e mois, ça a été non mais de toute façon cet enfant
il est certainement pas de moi. On verra bien de toute façon quand il va sortir. Et puis si jamais il lui arrive un truc, si jamais il est si jamais il est handicapé, si jamais il est machin, en gros je pars quoi. Et il part, c'est-à-dire que excuse-moi, il part, ça veut dire que il abandonne l'enfant en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord, ouais. Ok. Et puis moi, oui, je risque d'y passer aussi du coup. D'accord. Et puis après, je sais pas, il y a eu un déclic où les derniers mois vraiment ont été, on va dire superbes, où il s'est occupé de moi, à me dire bah oui, là quand même, notre enfant il va arriver, donc faut peut-être que je change. Voilà, je vais faire attention maintenant, on va arrêter. Toi, tu vas arrêter tes bêtises, et puis moi, je vais arrêter aussi parce que quand même, voilà. Bon, voilà. Donc ça a été tes bêtises, pardon, mais tes bêtises, c'était quoi du coup? Mes bêtises, je serais même pas capable de te dire, mais. Je veux dire, il n'y avait pas de raison en fait. Non, c'était toujours les mêmes trucs, soit parce que je sais pas. Là, j'exagère, mais j'allais dire parce que j'ai pas rangé le sel ou parce que j'ai pas fait, j'ai pas repassé sa chemise qu'il fallait. Voilà, les trucs. D'accord. Ok. Et puis oui, après est venue sa naissance. Après il y aurait beaucoup de choses à raconter et je pense que j'ai peut-être pas forcément tout faire parce que sinon on y est jusqu'à très longtemps. Mais il y a eu la naissance, du coup j'ai accouché aussi à la maison. Là, ça a été aussi un. Ah oui, tu as accouché à la maison. Ouais, on n'était que tous les deux. Parce que là aussi, il m'avait bassiné que vraiment, si j'allais à l'hôpital ou si on appelait les pompiers ou s'il y avait quoi que ce soit, de toute façon, il partait. Voilà, donc j'avais tellement gardé cette idée en tête que voilà. Après, j'étais hyper sereine. Je pense que vraiment le Seigneur m'a gardée parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce serait pas du tout pareil. Mais ça s'est très bien passé. Tout allait bien. Voilà, tout allait bien. Après, les premiers, le deuxième mois, on va dire, sont plutôt bien passés. Entre-temps, il y a les services sociaux qui sont passés à la maison, mais donc ça a été un événement un petit peu compliqué aussi. Alors, parce que déjà, moi là, quand tu m'as dit, j'avais déjà bloqué un peu quand tu m'as dit, donc tu as accouché à la maison, mais c'était pas forcément parce que tu voulais tester l'accouchement à la maison naturel. Et donc là, c'est lui, encore une fois, qui voulait avoir le contrôle sur cette situation et qui t'a imposé ça, même si ça s'est très bien passé. Mais ce n'était pas, tu t'es pas dit, moi, j'ai toujours voulu accoucher chez moi de manière naturelle. Ok, donc ça, c'est la première chose importante quand même à dire pour qu'on puisse comprendre aussi l'ambiance dans laquelle tu te trouvais. Et normalement, quand il y a ce genre d'accouchement à la maison, il y a quand même une sage-femme qui est présente. Normalement, oui. Complications. Donc là, il n'y avait personne. Non. Ok. D'où les services sociaux, puisqu'en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Ils ne veulent pas qu'on ait un regard sur l'enfant. Enfin, c'est vrai que c'est déjà alertant. Ça ne veut pas dire que c'est inquiétant, mais ça alerte déjà les services sociaux. Ok. Alors, je te laisse continuer juste pour qu'on comprenne bien. Ok. Donc, les services sociaux sont impliqués. Oui, ils sont impliqués. Du coup, on va dire qu'il y a eu une mesure de 6 mois où ils ont observé pour voir si on s'occupait bien de l'enfant, si on n'était pas dans une secte. Voilà. Ça s'est terminé où ils nous ont laissé tranquilles. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, etc. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que donc premier mois de la naissance, après la naissance, le deuxième mois du coup après de ma petite fille, ça s'est bien passé. Même pareil par rapport aux services sociaux, j'avais tellement peur de sa réaction parce que c'est moi qui les ai eu au téléphone en premier lieu. Et en fait, je pense vraiment dans les situations qui étaient pour moi les plus difficiles à gérer, il a été mais d'un amour. Voilà, vraiment. Le Seigneur dirige toutes choses.
Ouais, non, bah, Il y a oui, des oui. situations compliquées. Et, et ouais, pareil, je sais pas trop qu'est-ce qui. Ah, si j'avais parlé au voisin, je sais pas de quoi est-ce que j'avais parlé au voisin, mais je ne l'avais pas spécialement dit à lui. Et on a croisé le voisin dans la rue, qui lui dit: ah bah oui, bonjour Lise-Marie, on s'est vu la semaine dernière, comment vous allez depuis la semaine dernière? Voilà, il laisse parler, et puis on était en voiture, donc une fois qu'on a continué la route, là il me dit: mais comment ça, tu as vu le voisin la semaine dernière? Et puis voilà, c'est reparti du coup. C'est reparti dans les violences, dans tout type de violence. Et ouais, ça a été, j'ai l'impression, un petit peu plus fort. Et aussi beaucoup dans les mots, dans les paroles. Voilà, des insultes, vraiment, beaucoup d'insultes. Et bon, voilà, c'est reparti. Et puis après, quand ma fille, du coup, a eu 9 mois, on a décidé, du coup, que moi, j'allais partir à La Réunion avec ma fille. Et lui allait nous rejoindre plus tard parce qu'il avait encore son entreprise là-bas, donc il fallait qu'il la gère. Et voilà, j'étais censée rester 1 an pour moi travailler du coup à La Réunion et puis voir ce que ça allait donner. Avec le recul, cette période, on va dire entre guillemets, de transition, correspond à un moment où j'ai repris contact avec mes parents par rapport justement à ma fille. Où dans ma tête, c'était, bah en fait, ils ont quand même une petite fille. Ils habitaient à une demi-heure de chez nous. Ouais, ça me fait mal au cœur qu'ils la connaissent pas. Mais je l'avais pas dit du coup au papa. Et mes parents, quand lui était au travail, venaient du coup passer un moment avec moi. Et je sais pas s'il l'a su, s'il s'en doutait. Bon, bref. On est parti un petit peu comme ça, presque du jour au lendemain. En 1 semaine, c'était fait. J'avais du travail à La Réunion. Et en gros, j'avais l'avion et je décollais, quoi. Ok. Donc, peut-être encore une fois, volonté, enfin, en voyant que tu recommençais à te rapprocher de ta famille, de dire, bon, au moins, elle part à plusieurs milliers de kilomètres et là, elle est isolée, puisque de toute façon, tu me disais que lui n'a pas forcément grandi sur l'île de La Réunion, même s'il a des attaches de la famille, mais vous n'aviez pas de projet particulier de famille, de se dire, on projette d'aller s'installer là-bas. Ouais, non, pas du tout. C'était, je pense, une volonté de sa part de m'éloigner. Mais au final, les plans du Seigneur ont fait que ça aurait été tout l'inverse. Ok, donc tu pars avec ta fille. Ouais. Du coup, juste une petite précision, comment tes parents ont pris cette nouvelle puisque tu recommençais un peu à reprendre des liens, ils ont rencontré leur petite fille et d'un coup tu leur annonces je pars. Comment ça s'est passé l'annonce de cette nouvelle? Eh ben, je leur ai pas dit. Je suis partie du jour au lendemain. T'es partie, d'accord. Ouais. Donc en fait, ils ont su que tu étais là-bas. En fait, tu étais déjà installée, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ah ouais, ok. Ouais. Ça n'a pas dû être facile, ok, d'apprendre ça. Ok. Donc toi, tu pars là-bas. Là, je m'interroge, je me dis comment il a pu te laisser partir seul dans cette volonté de contrôle, parce que la Réunion, c'est pas la porte d'à côté. Vous deviez être séparés pendant combien de temps? Il devait venir te rejoindre au bout de combien de temps? Alors, lui, on va dire la première semaine, il est venu avec nous pour voir où est-ce qu'on allait être, où est-ce qu'on allait loger, etc. Et moi, je suis retournée en métropole, peut-être 6 mois après. D'accord. Et après, il y a eu le Covid qui a fait que du coup, ça a repoussé encore les dates. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'arrivée de notre fille, on était d'accord tous les deux, et notamment en arrivant à La Réunion, que je puisse en tout cas trouver une église pour aller du coup tous les dimanches, avoir vraiment cette volonté qu'elle grandisse en entendant, en entendant les enseignements. D'accord. Et donc oui, le projet, c'était ça. En gros, il nous a installés ici. Lui, il avait encore, comme disait, son entreprise là-bas, donc il voulait finir, il voulait la gérer.
Et du coup, entre-temps, on avait quand même gardé un contact d'amis chrétiens, et ça sera aussi du coup un point important pour la suite. On avait un couple d'amis chrétiens que je connais toujours, qui est toujours partie toujours de ma vie, qu'on a connu du coup ensemble et qui nous avait beaucoup porté, on va dire tout le long. Et qui nous ont donné le contact justement de l'église où je suis toujours du coup actuellement. Et on va dire pendant cette période du coup où lui n'était pas avec moi, où j'étais seule avec ma fille, j'ai pu connaître des personnes en fait en dehors de lui en fait, qui me connaissent moi, et en gros avoir un petit peu un cercle, donc, et principalement du coup à l'église. Donc oui, comme je le disais, il y a eu le Covid en fait entre-temps, ce qui fait que ça a repoussé sa venue. Donc finalement, il nous a rejoint qu'un an après. Vraiment lui venir s'installer et qu'on reste en fait ici. Et quand il est revenu, moi j'avais recommencé à prendre contact, alors non pas avec mes parents, mais avec une de mes sœurs. Avec qui je discutais de temps en temps et qui était, on va dire, un petit peu au courant de la situation, mais sans trop l'être parce que j'en ai jamais parlé en fait. Vraiment, depuis le départ, j'en ai jamais parlé à personne. Et voilà, quand il est arrivé, quand il a atterri à La Réunion, déjà, ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vus. Il a passé la soirée avec ma fille et moi. Ni bonjour, ni vraiment, voilà. Il couche ma fille. Et puis là, s'en vient un premier épisode. Il prend mon téléphone, il voit que j'ai envoyé des photos de ma fille à ma sœur, il voit les conversations avec ma sœur. Donc voilà, ça part vraiment, on va dire, très fort. Donc j'arrête de nouveau les contacts avec ma famille. Et j'ai beaucoup de violence verbale de nouveau à cette époque, et beaucoup aussi envers ma fille, plus dans le côté, elle parlait pas encore, elle avait du coup presque 2 ans, et elle parlait pas. Et il lui disait, de toute façon, les premiers mots que je veux qu'elle dise en t'appelant, c'est sale pute. Voilà, donc maman, tu l'appelleras comme ça. Voilà, et c'était répétitif. C'est toujours ça. C'est horrible. C'est horrible. Le contexte. Et ouais, donc on va dire, on a passé comme ça 3 mois où moi, je pense qu'en ayant pendant 1 an aucune violence physique, j'avais la verbale par téléphone, mais aucune physique, je pense que je l'ai aussi ressenti extrêmement fort. Et peut-être que lui aussi a senti finalement qu'il y avait déjà un petit peu cette faille entre lui et moi. Et donc ce couple d'amis là que je parlais chrétien, et j'avais aussi une autre amie chrétienne, j'ai commencé à en parler parce que il y a un moment, un soir, où j'ai eu extrêmement peur pour ma vie. Et il y avait ma fille aussi quand même qui entendait, qui était là, même si elle n'a pas forcément vu, elle a entendu. J'ai commencé à en parler, juste en disant que ça allait pas. Et je sais que j'ai revu mon amie là il y a 6 mois, et elle me dit, tu sais, je sais que je t'ai posé une question en me disant, est-ce qu'il y a aussi des violences physiques? Et je lui ai juste répondu oui, et après je suis passée à autre chose. Mais bon, en gros, elle avait compris. Oui, elle avait compris. Elle avait compris, et puis à partir de ce moment-là, voilà, elle m'a écoutée. Elle m'a dit, écoute, je vais prier pour toi. Et puis, je vais t'envoyer des choses pour que si jamais tu as besoin de partir, tu saches ce qu'il faut que tu prennes. Okay. Donc voilà, elle m'a envoyé sur des sites d'associations, voilà, avec un listing globalement, surtout des papiers administratifs, s'il fallait que je m'en aille, entre guillemets, dans l'heure qui suivait, que je puisse avoir ça sous la main. Okay. Voilà. Alors, là, je reviens un peu sur le comportement de cette amie, que cette amie soit bénie. En fait, elle n'a pas été dans le jugement. Elle t'a pas dit reste, elle t'a pas dit pars.
tu as juste dit si tu as besoin à un moment de solliciter telle ou telle solution, voici. Ton amie n'est pas spécialisée dans les violences conjugales, mais là, elle a fait quelque chose qui est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire juste taper sur Google association violences conjugales, et il vaut mieux solliciter des professionnels spécialisés que parfois peut-être dire part. Et partir, en fait, c'est toute une préparation. Il y a un enfant en plus dans la situation, enfant dont le père a toujours l'autorité parentale. Enfin, il y a des choses qu'on ne fait pas comme ça d'un coup. Donc, je trouve que cette amie, elle a été très avisée dans sa démarche de se dire voici ce qu'il existe. Et elle a aussi été très réactive pour le coup parce que elle t'a posé cette question, tu lui as dit oui, ok. Eh ben, elle a enclenché oui la prière, très bien, et elle t'a aussi donné des solutions pratiques à solliciter, même si c'était pas pour tout de suite, mais au moins voilà, elle t'a proposé quelque chose et je trouve que ça c'est vraiment un comportement qui a pu, je pense, t'aider pour la suite et allons-y pour la suite, du coup. Ouais, donc après cet épisode-là où je disais que j'ai eu très peur et que j'ai commencé du coup à oser en parler après 6 ans, du coup, 6 ans à subir ça, il y a eu un autre événement, pareil, où j'ai eu très peur. Et là, cette fois-ci, par contre, ma fille, j'ai eu aussi peur pour ma fille parce qu'elle pleurait très fort et que même si elle pleurait très fort, lui, il continuait et du coup, j'avais pas le droit d'aller la consoler. Bon. Et les clins d'œil du Seigneur fait que 2 jours après ça, je devais partir au travail. Et lui devait venir avec moi et je devais faire garder ma fille par une des sœurs du coup de l'église. Mm-hmm. Et en fait, déjà la veille, il y a eu une coupure d'eau. Bon, voilà, il peut pas prendre sa douche, il est censé avoir un rendez-vous le lendemain. Bon, c'est pas grave, il le prendra demain matin avant de partir. Le lendemain matin, toujours pas d'eau. Il fait c'est pas grave, j'y vais pas, j'ai pas pu prendre ma douche, je peux pas aller à mon rendez-vous comme ça, donc c'est pas grave, pars, vas-y. Mm-hmm. Et donc je prends ma fille, du coup, je la dépose chez la sœur, et là elle me pose cette simple question, ça va? Et là je m'effondre, et du coup je lui raconte tout. Alors qu'elle, pareil, elle n'était pas du tout au courant de la situation. Je lui dis tout, je pense en quelques mots, parce que je devais aller travailler après. Et voilà, elle me dit, écoute, tu vas travailler. Par contre, voilà, quand tu reviens, si tu es d'accord, moi, je veux pas que tu y retournes. Bon, pars avec cette idée. Moi, je veux pas que tu y retournes. Tu y retourneras pas. Bon, je vais travailler, etc. Et en fait, le soir, quand je suis du coup revenue, je suis pas repartie. Je suis pas repartie. Ça a été très dur parce que cette amie, elle me demandait aussi d'aller porter plainte. Mm-hmm. Et moi, je voulais pas. On s'est mis en contact avec le couple d'amis qui connaissait aussi du coup le papa de ma fille pour avoir aussi leur avis. Et à des milliers de kilomètres, sans qu'ils se connaissent, ils m'ont dit la même chose. Il faut que tu ailles porter plainte. Et les mots qui ont fait que ça m'a poussée à le faire, c'est si ta fille était dans la même situation là, tu ferais quoi? Tu voudrais qu'elle reste? Et ça a été la phrase qui a tout changé en fait. Ça a été extrêmement dur pour moi d'aller porter plainte parce que en fait j'avais peur pour lui, de ce qui allait se passer pour lui. Pour moi, j'en avais rien à faire, mais c'était vraiment pour lui. Bon, voilà, j'y suis quand même allée, je l'ai fait, et je pense que ça c'est aussi en fait important à faire, même si c'est difficile, pour qu'il y ait une trace aussi au niveau judiciaire et qu'on soit couverte. Et voilà, après ça, du coup, cette amie, elle m'a logée du coup pendant 3 jours. Et c'est quelque chose qui était du coup porté. Alors,
j'allais dire pas forcément par toute l'Église parce que je voulais pas que ça se sache par tout le monde, mais par voilà, les anciens. Ça a été demandé aux anciens. En fait, ils ont on va dire un logement accolé à la maison du pasteur, qui se servent pour les personnes qui sont en difficulté ou les personnes qui sont de passage. Et voilà, il leur a été demandé s'il y avait la possibilité déjà de m'aider et de pouvoir loger là en fait avec ma fille pendant un temps indéterminé. Et bien évidemment, ils ont accepté sans aucun problème, sans me poser de questions. Parce que moi, je leur ai pas demandé directement. Et du coup, j'ai pu bénéficier de ce logement avec la femme du pasteur qui était là à l'époque et qui du coup m'a portée, on va dire grâce au Seigneur pendant les 2 mois que j'ai pu passer là-bas avec ma fille du coup, parce que j'étais là avec elle. Et du coup, les anciens ont été au courant de la situation. On va dire les premières semaines avec le papa de ma fille, ça a été... bizarrement, là, il était plutôt tout doux, tout miel, tout... reviens et je me dis, mais merci Seigneur, pareil, d'avoir placé... cet ami qui m'a porté, qui m'a dit mais non, mais n'y retourne pas quoi. Enfin, il faut pas que tu y retournes. Et mais voilà, il a quand même tenu à venir les dimanches au moins à l'église. Donc c'est les seuls moments, on va dire, où on se voyait. Et il y a des frères, du coup, qui sont allés lui parler pour parler de la situation. Et il a jamais voulu écouter. Il aurait pu se saisir finalement de se dire bon, ok, là ça va loin, elle est partie avec notre fille, je peux solliciter de l'aide parce que c'est aussi quelque chose dont on parle peu, mais quand même il y a cette possibilité pour les auteurs aussi de se repentir et d'avancer pour comprendre pourquoi je réagis de telle manière, pourquoi il y a cette violence qui surgit. J'ai envie de sauver ma famille, mon couple. Donc oui, j'accepte d'être accompagnée pour faire un vrai travail sur ma gestion en fait de la violence. Et du coup, est-ce qu'il s'en est saisi? Non. Non. Non, au contraire, ça a été plutôt conflictuel en fait avec les frères en disant oui, d'accord. Il y a eu un épisode. C'était un épisode par contre. Tout le reste. Alors que non. Voilà, il y a eu un épisode. Vous voulez, c'était quoi? En gros, vous voulez plus que je voie ma femme. C'était vraiment en gros, vous la séquestrez et c'est vous qui lui mettez l'idée dans la tête qu'il faut qu'elle s'en aille. Voilà, ces mots, c'était surtout ça. Et par la suite, on va dire moi, mon raisonnement, j'ai pas demandé le divorce tout de suite. Parce que j'étais chrétienne, parce que je me disais que le Seigneur allait lui parler, qu'il allait lui parler, qu'il allait changer, qu'il allait ça allait être un renouveau. Mais il n'y a rien qu'à changer. Il y avait plus de violence pour le coup, il y avait plus de violence autant physique que les paroles. Mais dans son discours, c'était « c'est toi qui es parti ». C'est toi qui es parti. Bon, il n'y a pas de souci par contre, tu peux revenir, je t'en voudrais pas. Mais en gros, c'est toi qui es parti, donc c'est ta faute en fait. Ouais, donc pas de remise en question de sa part en fait, de se dire tu es parti parce que j'ai mal agi, parce que c'est de ma faute. Il n'y avait pas de remise en question particulière. Et du coup, il n'a jamais essayé, par exemple, de venir te voir sur ton lieu de travail ou je sais pas moi, à l'école ou à la crèche où elle est ta fille. Enfin, jamais il a essayé en dehors de ces dimanches à l'église d'entrer en contact avec toi.
Si. Il venait me voir du coup au travail. Après, moi, j'ai toujours voulu qu'il voie sa fille parce que ça restait sa fille, que je voulais pas qu'il coupe les liens. Donc, c'est vrai que les premiers temps, on s'est vus tous les trois, mais à chaque fois dans des lieux ouverts, publics. Il y avait du monde, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ça se passait bien. Du coup, c'était des chouettes moments qu'on partageait ensemble. Et après, oui, il y a eu ces côtés où il venait au travail. Il y a eu aussi 2-3 fois où il y a une de ses amies, alors amie, voilà, on va rester sur le terme amie, amie IE, qui a essayé de me joindre plusieurs fois en disant, tu sais, il est au fond du trou, vraiment, il faudrait que tu reviennes. Voilà, elle a essayé, elle, de me contacter, ouais, vraiment 3 fois. Mais à chaque fois, je lui ai dit, écoute, non, en fait, déjà, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé. Et puis, voilà, pour moi, c'est non. Et puis, elle a pas à être une intermédiaire. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, ça a continué comme ça, on va dire entre guillemets tranquillement, à se voir dans les lieux publics, à faire des sorties, etc., pour qu'il puisse voir ma fille. Et puis, on va dire, on a pris chacun notre appartement. Et une fois, oui, je pense que c'est ça. On est allé faire une sortie et puis il me dit, ah tiens, je vais te montrer quelque chose sur le retour avant de vous ramener chez vous. Je te montre quelque chose. Et là, en fait, il me ramène dans un appartement en me disant, bah oui, regarde, j'ai tout préparé pour toi, j'ai tout préparé pour nous. Regarde la cuisine. Là, tu vois, j'ai loué cet appartement. Voilà, il y a tout qui est prêt, il y a la chambre, il y a vraiment tout. Et puis tu verras en plus là en bas, il y a un local et le propriétaire, il est prêt. Est-ce que tu puisses mettre ton cabinet de kiné ici? Donc voilà, tu vois, il y a tout. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête en me disant, mais en fait, rien n'a changé. Tu as déjà tout prévu pour moi, mais tu m'as même pas demandé mon avis. Et du coup, à partir de là, j'ai eu le déclic de me dire, mais en fait, non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il veut toujours me contrôler ma vie. Et à partir de cet épisode, j'ai pris sur moi, mais je voulais toujours, comme je disais, que ma fille continue à le voir. Donc, je l'ai laissé seule avec ma fille. C'était des samedis après-midi ou des choses comme ça. Donc, j'ai coupé à partir de ce moment-là et j'ai encore réfléchi quelques temps. Et puis, pareil, il y a eu de nouveau un autre épisode un peu dans le même style où voilà, j'ai encore tout prévu pour toi, tu viens quand tu veux. Où du coup, j'ai demandé le divorce. J'ai demandé le divorce. Et le Seigneur m'a confirmé que c'était la bonne solution. Et pareil, sur ce point-là, c'est des choses que j'avais aussi discutées avec l'Église, en tout cas avec des frères et sœurs. Ils m'ont jamais incité à le faire. Ils m'ont jamais incité à ne pas le faire aussi. Ils m'ont vraiment laissé libre en fait. Et du coup, oui, je disais, le Seigneur m'a vraiment apporté le signe que j'ai bien fait de le faire parce que j'ai eu à un autre moment donné une situation où j'ai quelqu'un de sa famille à lui qui habite à La Réunion qui m'a interpellée sur un de ses comportements où voilà, il lui a demandé de l'argent, etc. Donc je me suis dit voilà, il a pas changé, il est toujours ce qu'il est. Oui. Et vraiment sur ce côté-là, l'Église m'a vraiment portée, m'a vraiment laissé avancer en fait aussi à mon rythme. Cheminer à ton rythme en fait. Tu n'as pas été pressé vite, il faut prendre une décision, tu as pu prendre le temps qu'il te fallait pour avancer en fonction de ton rythme. Et ce qui est bienveillant du coup en fait, de se mettre à côté de la personne quand on accompagne et pas forcément la tirer ou la diriger en lui disant il faut aller à droite ou à gauche. Okay.
Et ce que je peux peut-être rajouter que j'ai pas dit, c'est que 15, à peu près 15 jours, 3 semaines après que je sois partie, j'ai eu un suivi du coup avec une aide. Une conseillère en relation d'aide? Ouais, c'est ça, une conseillère en relation d'aide. Je voulais que ça soit du coup quelqu'un de chrétien. Et du coup, voilà, elle m'a vraiment beaucoup aidé à me retrouver. Voilà, et vraiment dépatouiller tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que là, tu as mis en avant vraiment énormément de points sur lesquels les églises peuvent tirer des enseignements. Alors, si vous avez des hébergements, c'est une vraie bénédiction parce que, par exemple, dans des cas comme celui-ci, ça a été vraiment un cocon aussi pour pouvoir te poser, avoir un temps de répit, en fait, juste te dire qu'est-ce que je fais pour la suite. Tu aurais pu prendre la décision de revenir chez toi, ça aurait été ton choix, mais au moins juste d'avoir ce temps-là, parce que dans les cas de violence conjugale, on est aussi, les femmes sont envahies en fait dans la tête par il faut que je fasse ci pour lui plaire et ci et les souffrances et c'est énorme. Donc d'avoir pu avoir cet endroit, ça je trouve ça vraiment top. Et c'est vrai aussi que quand tu dis qu'on t'a laissé ce choix-là, c'est vraiment la priorité à mon sens, notamment dans ce type de situation-là. Du coup, tu as parlé aussi de l'importance de la conseillère en relation d'aide biblique. C'est vrai que toutes les églises sont pas forcément dotées, c'est pas forcément dans l'église. On peut y avoir en tout cas la possibilité de solliciter autour. C'est aussi une vraie richesse de pouvoir solliciter ce type de professionnel. Tu vois, ça tombait bien à cette époque-là parce qu'on sortait, on va dire, juste du Covid. Et la dame, du coup, en fait, on a fait que en visio. D'accord. Donc elle était un peu éloignée. Elle était sur l'île de la Réunion, mais elle était éloignée géographiquement et moi, c'était compliqué de me déplacer. Et du coup, on a tout fait en visio. D'accord, ok. Oui, mais de toute façon, le simple fait d'être écouté et de pouvoir avoir une oreille attentive là-dessus, c'est déjà vraiment quelque chose de bénéfique et en plus d'avoir une autre écoute parce que c'est vrai que là tu avais tes amis, les proches avec qui tu as une certaine relation, mais là d'avoir une personne de l'extérieur finalement, ça peut permettre aussi d'aider sur le chemin de la restauration. Donc du coup, tu annonces ta décision de divorcer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des violences augmentent? Parce que quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette période-là où tu es partie, alors déjà, selon les statistiques, les femmes font 7 à 8 allers-retours. Donc toi, tu en as fait un aller et c'était fini. Déjà, ça montre aussi que voilà, t'as porté, t'avais une force aussi qui t'a aidé à ne pas retourner. Donc ça, c'est la première chose. Mais cette période-là, elle est extrêmement dangereuse parce que là, l'auteur de violence voit que tu commences à quitter son emprise. Et en fait, c'est souvent dans ces périodes-là qu'il y a des féminicides parce que là, il comprend, mais là, cet effet de domination que j'ai sur elle, je suis en train de la perdre en fait. Donc, si elle part, en fait, c'est moi qui dois décider la manière dont elle doit partir. Donc, c'est hyper dangereux en fait ce laps de temps entre est-ce que la justice se prononce puisque tu as déposé plainte, qu'est-ce qui se passe? C'est assez flou. Vous maintenez quand même des liens par rapport à l'enfant, donc ce sont aussi des moments où tu es vulnérable en fait, où il peut aussi se passer quelque chose. Donc quand tu annonces le divorce, on est sur une vraie coupure pour dire là maintenant c'est fini, je ne reviendrai plus, je ne t'appartiens plus. Donc comment il a pris ça? On va dire bizarrement, on va dire de manière orale ou quand je me souviens pas trop si de toute façon je pense qu'on se voyait quand même pour au moins pour notre fille, mais j'ai pas trop le souvenir qu'il m'ait dit quelque chose. Mais par contre, ça a été au niveau judiciaire qui m'a essayé de m'enfoncer en disant que j'étais dans une secte, en disant que j'étais une mauvaise mère, que je battais ma fille,
que voilà, il a essayé de tout trouver pour que entre guillemets, lui, c'était pas forcément du coup sur le côté divorce, c'était plus sur la garde de notre fille en fait, où du coup il la voulait à 100% et que moi je ne la vois plus et même comment on dit, qu'il y a un éloignement en fait, vu que j'étais. Oui, que tu étais dangereuse pour ton enfant ça. en fait. Okay. Exactement. Okay. Il a cherché en fait à m'enfoncer, à m'enlever la garde de ma fille du coup. Oui. Ouais. Mais pas de violence partie. Enfin, bien sûr, ça c'est une violence. Mais est-ce que, par exemple, quand tu as annoncé ça, est-ce que les fois qui ont suivi où vous êtes vus, là, il a été plus violent? Non, pas forcément. Là, il s'est dit, je vais utiliser, on va dire, l'arme judiciaire pour pouvoir l'attaquer et la blesser en fait. C'est ça, exactement. Okay. Et du coup, cette période du divorce, ça a été rapide? Ça a été long? Comment vous avez fait, notamment par rapport à votre fille? Est-ce que vous avez aussi demandé à ce que les droits de visite et de garde soient clairement énoncés par le juge ou pas? Est-ce que vous êtes resté sur de l'amiable? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai que j'ai fait moi un peu les choses dans le désordre parce que je pensais au divorce, mais en premier lieu, je voulais couvrir ma fille. Donc, j'avais déjà demandé avant d'enclencher le divorce, je voulais que ça soit bouclé pour la garde. Donc, j'avais déjà demandé ça. Et du coup, moi, dans mon idée, c'était c'est que j'ai la garde principale et puis qu'il la voit un week-end sur 2 ou des choses comme ça. Et lui, du coup, a demandé la garde exclusive, hein, évidemment. Mais ça a été tout dans mon sens. Tout ce qu'il avait apporté, ça a été complètement démonté. Le juge a lu, je pense, en fait, dans son jeu. Parce que tous les éléments qu'il avait apportés, comme je disais, voilà, tu vois, qui disait que j'étais dans une secte, mais en fait, lui allait dans la même église, mais dans, le même, comment on dit, ça appartenait à la même assemblée, en fait, mais dans une autre ville. Donc, le juge avait dit, mais en fait, vous allez dans le même endroit, donc ça va pas, votre truc. Oui. Et puis après, les autres côtés de violence, en fait, tout ce qu'il apportait, c'était des trucs qui avaient ni queue ni tête. Donc, voilà, tous ces éléments ont été démontés un par un. Donc, il y a eu ça. Et puis après, ça a quand même relancé, en fait, justement, en demandant le divorce. Parce que quand on demande le divorce, il y a de nouveau la garde, entre guillemets, qui est mise en jeu. Oui. Il a apporté un petit peu les mêmes éléments, avec en plus, là, cette fois-ci, il a écrit directement au procureur en disant exactement la même chose, hein, que j'étais un signalement, faire un signalement. Donc, j'ai eu une assistante sociale, pareil, qui m'a reçue peut-être 2 fois. Elle a bien compris ce que je lui disais, ce qui se passait. Même pour te dire, tu vois, elle était censée venir visiter l'appartement là où j'habitais, du coup, là où elle passait la plupart du temps. Elle me dit, oh, mais vous m'envoyez des photos, c'est bon, ça ira. Enfin. Oui, elle n'a pas été très regardante parce qu'elle a compris, c'était pas nécessaire. En fait. Ouais, je comprends. Voilà, il y a eu 3 épisodes comme ça où à chaque fois, il a essayé vraiment complètement de me démonter, en fait, et de m'enlever presque la garde de ma fille. Et en fait, ça s'est retourné contre lui. Voilà, donc du coup, à l'heure actuelle, on est divorcés. Et puis, au niveau de la garde, du coup, j'ai la garde principale. Et puis là, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Voilà, chose classique. Ok. Donc, toute cette période-là, tu étais... l'église a toujours été là. Est-ce que dans cette période-là, tu as pu reprendre contact avec tes parents, du coup, pour leur expliquer ce que tu étais en train de vivre et ce que tu traversais? Ouais. Et là aussi, je suis tellement reconnaissante. En fait, voilà, il y a eu la séparation. Et puis, en fait, entre-temps, les policiers savaient aussi que j'avais
que j'avais coupé contact avec mes parents. Je sais pas trop comment ça s'est fait, mais mes parents ont eu contact en fait avec ce policier et ils savaient du coup, donc mes parents savaient que j'étais séparée, mais ils sont jamais venus vers moi pour me dire on est là, nous oublie pas. Ils ont vraiment attendu à ce que ça soit moi qui reprenne contact avec eux. Je saurais pas trop dire comment est-ce que j'ai fait, j'avoue. Je me rappelle plus trop de cet épisode-là, si j'ai écrit ou si... Non, je pense que je les ai appelés. Et du coup, voilà, on a repris contact. Ils m'ont jamais dit, jamais fait de remontrance. Ils m'ont vraiment laissé venir à eux. Même je sais que j'étais capable, entre guillemets, de dire non, dans le sens que je sentais que ma maman avait besoin d'explications sur ce qui s'était passé, sur ce que j'avais vécu, mais j'avais été capable de lui dire je suis désolée, c'est trop tôt. Mais voilà, ils m'ont vraiment laissé venir et pas poser de questions. Voilà. Ok. Donc, on est encore toujours dans cette attitude de bienveillance et de respecter le rythme. En fait, de l'autre. En tout cas, je pense que pour tes parents, ça a dû être le retour de la fille prodigue. Mais ouais, je pense que on sait que de toute façon, dans ce fonctionnement des violences, l'idée, c'est vraiment d'éloigner des personnes qui peuvent être ressources. Les personnes qui, elles, vont avoir ce regard extérieur et qui vont aussi te donner la force pour dire non, pour prendre des décisions, etc. Donc, le fait de pouvoir les retrouver, je pense que ça a dû être aussi un bon moment pour toi et pour eux aussi, j'imagine. Du coup, donc le divorce est prononcé. Tu m'as dit que tu avais trouvé de ton côté un appartement, donc tu avais quitté l'appartement de l'église. Là, aujourd'hui, j'ai envie de savoir, donc là, on arrive sur la fin, maintenant, ton témoignage, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, comment vas-tu? Oui, comment vas-tu aujourd'hui après cette épreuve-là? Du coup, à l'heure actuelle, ça fait 4 ans, du coup, qu'on est séparés. 1 an que le divorce est officiel. À l'heure actuelle, je vais très bien. Non, je vais bien. Je me sens heureuse, épanouie. Je vois ma fille qui va bien aussi. Ça, je suis tellement reconnaissante. Pareil, elle va bien. Je suis hyper bien entourée par l'église. Par rapport à tout ça, je sais que certainement que j'ai encore du travail à faire, qu'il y a comme je disais au début, il y a eu des épisodes traumatiques et qui reviennent parfois dans des moments où c'est un peu plus difficile. Mais voilà, je suis consciente que la personne que je suis à l'heure actuelle est tellement plus forte et tellement plus proche de Dieu que avant. Qui me croyait déjà qui me croyait déjà, on va dire, j'aime pas ce terme, mais un peu bonne chrétienne, je fais les choses bien et tout. Et on se rend compte qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que le Seigneur nous fait passer par là. Et en fait, je sais que c'est une force dans ma vie d'avoir vécu ça, de m'en être sortie. Et merci. C'est vrai que j'ai les mots d'un ami qui m'a connue du coup après et qui sait ce que j'ai vécu et qui m'a dit je vais le lire parce que je sais que je m'étais dit que c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'avait vraiment touchée. Me dire si tes souffrances passées font de toi ce que tu es aujourd'hui, quelle bénédiction d'avoir souffert, car cela en valait la peine. J'ai trouvé ça tellement fort. Exactement. C'est vrai que dans toutes les épreuves, et je veux dire, c'est quelque chose qui revient pour le coup souvent dans ce podcast, mais c'est vrai que on voit que le feu de l'épreuve,
même si c'est extrêmement difficile, même si c'est extrêmement douloureux, mais on voit comment aussi, en fait, moi j'entends les sœurs qui disent, en fait, ça m'a tellement rapproché du Seigneur, ce que j'ai vécu dans la souffrance. En fait, j'ai compris davantage son amour, j'ai compris davantage qu'il était là à chaque moment, chaque fois que j'ai pleuré, chaque fois que j'ai eu une souffrance, des coups, des blessures, etc., où j'avais l'impression d'être seule au monde. En fait, je me suis rendu compte que le Seigneur avait toujours été là. Et c'est vrai que c'est aussi toute la force pour le coup du témoignage, de pouvoir dire, voilà, moi, je suis passée par là, je sais ce que c'est, mais aujourd'hui, je peux vraiment dire que le Seigneur était là. C'est pas par ma propre force, parce que j'ai du caractère et j'en suis sortie. Non, si c'était moi-même, c'était déjà fini en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les témoignages et vraiment je suis vraiment très reconnaissante aujourd'hui que tu as accepté de partager ce témoignage-là parce que oui, je sens et je vois d'ailleurs qu'il y a des moments encore qui sont assez douloureux, sensibles, mais le simple fait aujourd'hui d'oser dire ouais, j'en parle, en fait je refuse. Je refuse ça. Je peux pas dire que voilà, je suis victime et je reste dans cette position de victime. Non, non, non. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu doit servir et doit servir pour bénir, pour édifier, pour encourager. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bénédiction et je t'en remercie vraiment, Lise-Marie. Là, on arrive donc du coup à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un conseil, plusieurs peut-être, que tu souhaiterais laisser aux personnes qui vont écouter ce témoignage et qui pourraient être confrontées soit à accompagner une sœur dans cette situation ou même à être en plein dans cette situation? Ouais. En fait, j'aimerais dire qu'on n'est jamais seul, même si quand on est dans la situation, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, qu'il n'y a pas de porte, et que vraiment on est seul au monde, qu'il n'y a personne qui nous comprend parce qu'on est les seuls à être dans cette situation. Et en fait, non, on n'est pas seul, principalement parce que déjà Dieu est là. Ça, c'est la première chose. Et que même si on s'est éloigné de lui, même si on a l'impression qu'il n'est pas là, en fait, il est là. Il prépare les choses. Et moi, je sais que malgré tout, je sais qu'il y a eu beaucoup de prières qui sont montées. Que je pense que pour ceux qui étaient de l'autre côté, ça a été très, très long aussi. Mais que vraiment, la prière, c'est une grande force. Et je pense aussi que on a aussi à agir, en fait, dans le sens que, certes, on sait que Dieu est capable de tout, que rien n'est impossible pour lui. Il faut le croire. Mais il faut aussi se dire, justement, en fait, si je m'en vais, si je pars, Dieu dirigera les choses. Même si j'ai peur, même si je sais que j'ai rien, je sais pas où je vais. Il est là et il prépare les choses, en fait. Mais il faut avoir aussi cette démarche de y aller. Merci beaucoup vraiment, Lise-Marie, pour ce conseil. J'ai envie de terminer avec un verset dans Ésaïe 41:10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc vraiment, ce témoignage soit pour chacun d'entre nous une source d'encouragement, parce que c'est vrai, même dans le feu de l'épreuve, le Seigneur est là. Je te remercie vraiment, Lise-Marie, pour ce temps que tu as pris pour échanger avec moi. Je vous remercie à vous qui avez pris le temps d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, sur notre page Instagram, donc de l'association Abigail
Project. N'hésitez pas aussi à liker notre page Facebook. Et si parmi vous, il y a une personne, une sœur qui a envie de partager un témoignage, qui pourrait encourager sur un sujet qui est difficile à aborder à l'église, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@abigail-6project.org. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, même si vous n'avez pas de témoignage à partager, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Et je lance aussi, j'en profite, un appel à l'île de la Réunion. S'il y a des sœurs, s'il y a des églises qui ont envie aussi d'aller plus loin sur cette thématique des violences conjugales, n'hésitez pas à contacter l'association sur la page Instagram, parce que notre action, on la voit vraiment à une grande échelle, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir aller partout où il y a des besoins, et nous savons que les violences conjugales dans l'Église sont une réalité aujourd'hui, et qu'il est important, comme Lise Marie nous a encouragé à dire, à un moment, il faut se lever. Donc, il faut se lever, là, dans son cas, quand elle a pris la décision de partir, mais l'Église doit aussi se lever et prendre à bras le corps ce genre de situation pour dire, on décide de se former, on décide d'en parler à l'Église de manière publiquement pour dire, voici comment, dans cette assemblée, on se positionne pour lutter contre les violences conjugales. Donc, je vous dis à tous un grand merci et à très bientôt pour un prochain épisode de Chrétiennes sans tabou, le podcast où l'on parle à cœur ouvert.